Bonjour, bienvenue dans Sazot Kadi avec ce matin pour inviter Laurent Cypria. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Ouais, Laurent Cypria, président du LAD, association à laboratoire, dont l'acronyme signifie la jeunesse en nous point d'ouvent. Et avec une autre entité appelée Humanity for the World et présidée en Martinique par Audrey Pommier-Flobinus. Laurent Cypria, vous avez été partie prenante. Là, ces jours derniers, ça s'est achevé hier, du 7 au 13, donc de ce mois de septembre. Vous avez été partie prenante d'une expérience en ligne de partage de connaissances à l'échelle internationale entre des ressortissants, des représentants de territoires insulaires. Alors, ce rendez-vous s'appelle le sommet virtuel des îles durables. Faut comprendre le développement durable, le vocable durable. Alors, Laurent Cypria, plus de 500 représentants d'îles diverses de par le monde qui se sont réunis donc via des ordinateurs, par l'intermédiaire d'écrans pour du partage d'expériences autour du développement durable. Mais dans ce flot de participants, la Martinique n'était-elle pas trop noyée ? Ah non, bien au contraire. Non, la Martinique a été dignement représentée dans les différentes sessions. Celle qui avait lieu en fait la journée et celle qui avait lieu aussi la nuit, ce qui était un petit peu plus difficile forcément. Mais en fait, tout est parti des ambassadeurs, donc Audrey Pommier-Flobinus et moi-même, dans la sélection en fait des entreprises que nous souhaitions mettre en avant. Donc nous avons vraiment pris des domaines d'excellence martiniquaise, avec Monsieur Marilus, Monsieur Polénor, Monsieur Besgan, Monsieur François, etc. Donc les entreprises de la tech qui sont toujours excellentes en Martinique et qui ont vraiment une spécificité, donc qui réfléchissent à nos difficultés locales, ont vraiment inspiré les autres, notamment en ce qui concerne l'économie d'énergie, mais aussi l'excellence martiniquaise au travers de Monsieur Marilus avec les meubles antisismiques. Nous ne sommes vraiment pas les seuls à avoir des difficultés, en tout cas des défis à relever sur le plan de la sismicité et en tout cas du risque majeur. Donc on a vraiment mis en avant ces talents. Et eux-mêmes de leur côté, donc les 500 autres ambassadeurs et plus de 10 000 participants à ce sommet, c'est tout à fait exceptionnel. C'est quasiment la moitié d'un stade de foot. Alors justement, Laurent Cypria, on va revenir sur le fond, sur les quelques projets que des entrepreneurs martiniquais ont pu comme ça présenter, exposer quasiment au monde entier, ou en tout cas à beaucoup de pays de par le monde, puisque c'est international. Mais quelques mots sur la forme encore. Vous venez de dire 10 000 participants. Enfin bon, voilà, chacun présente un peu ses projets auxquels il croit. Malgré tout, est-ce que ça fait pas un peu cacophonique tout ça? Ça fait pas un peu tour de Babel aussi cette affaire-là? Sans trop entrer dans les détails, expliquez-nous comment ça se déroulait un petit peu, quoi. Alors en fait c'est très simple, on a à peu près eu 3 sessions par jour pendant la semaine. Donc ce sont des sessions où il y avait des thématiques très particulières, que ce soit autour de la préservation des océans, de l'exploitation durable des océans, ou encore de l'énergie solaire et photovoltaïque, enfin les énergies alternatives. Ou encore d'autres idées. Et en fait, chacun avait l'occasion de proposer par écrit en fait leurs différentes propositions. Et en fait, c'est sur la base de ça que à peu près une dizaine de personnes par session prenaient la parole autour des différentes idées et chacun pouvait poser ses questions. Mais là où vraiment le sommet se jouait, c'est dans les salons en fait à la fin de l'événement, donc toujours en ligne. Chaque jour, il y avait des petits salons où on pouvait s'asseoir entre 5 ou 6 personnes et discuter en direct, exactement comme dans un salon de sommet international. Et ça permettait de se rapprocher, de faire du networking et de mieux connaître les gens. Donc en fait, toutes les idées qui avaient été soulevées pendant les conférences de la journée étaient débattues ensuite le soir en plus petits groupes pour pouvoir en tirer des avantages et surtout établir des partenariats et des connexions directes. Donc c'était vraiment très très bien organisé à ce niveau-là. Bon, il y a eu des petits soucis techniques, ce qui est inhérent à ce type de plateforme, surtout quand on discute avec des gens qui sont aussi loin que les îles Sainte-Hélène ou bien le Pacifique Sud-Ouest. Mais en attendant, toute opportunité a été donnée pour que chacun puisse échanger. Et encore aujourd'hui, on peut encore contacter les ambassadeurs en ligne par les réseaux sociaux habituels qu'ils ont donnés.
Très bien. Alors, il s'agissait donc de parler de développement durable autour de cette notion, en tout cas. Bon, c'est un concept, selon vous, donc encore d'actualité. Et parmi les sujets abordés, oui. Alors vous avez dit que certains ont pu présenter tel ou tel projet parasismique ou dans la technologie, quoi. Voilà. Mais un des sujets quand même abordés, un des thèmes qu'il y avait au programme, c'est la reprise économique en période de pandémie de coronavirus. Hein. Là-dessus, qu'est-ce qui est ressorti? Qu'est-ce qui est ressorti justement? Alors la préoccupation principale des lignes, enfin des îles, pardon, c'était la question des lignes aériennes, c'est-à-dire des communications, de la façon dont il fallait, si vous voulez, protéger sa population et en même temps maintenir un lien, une connexion avec les grands hubs internationaux. Donc c'est vrai qu'il y a eu une ouverture sur la francophonie cette année, donc nous avions une session en français et une session en espagnol, mais c'est vrai que tout l'ensemble du sommet était quand même essentiellement en anglais. Ceci dit, ce qui en ressort, c'est essentiellement la question des liaisons aériennes, la question également du tourisme, c'est-à-dire quelles solutions chacun a mis en place pour son tourisme. Bah, surtout dans le contexte que nous connaissons justement, le tourisme durable, alors qu'il y a une pandémie, c'est pas évident. Oui, allez-y. Absolument. Alors la solution que la majorité d'entre eux ont retenue, c'est la montée en gamme dans un tourisme durable et spécialisé. En fait, ce qui en ressort, c'est que chaque île, que ce soit de la Caraïbe ou du reste du monde, a des spécificités très 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 particulière. Et l'idée, c'est de monter en gamme dans ces spécificités. Je ne sais pas, par exemple pour la Martinique, c'est un tourisme plutôt chez l'habitant qu'il va falloir rapprocher de nos traditions locales, autour de l'aïeul par exemple. Donc ça, la question c'est de monter en gamme dans ce tourisme, d'en faire un tourisme durable, donc il ait moins d'impact sur l'environnement et surtout qu'il soit plus ciblé sur le haut de gamme. Et en fait, toutes les îles ont fait le même constat, c'est-à-dire que d'autres îles qui ont une spécialité, par exemple dans les stations thermales, l'eau chaude, les questions comme ça, leur idée c'est de monter en gamme et d'aller vers un tourisme durable qui soit peut-être moins massif, c'est-à-dire moins de gens agglomérés les uns autour des autres, mais plus spécialisés. Et ça, c'est une réponse touristique qui m'a semblé particulièrement importante. Ouais, plus globalement, il s'agit donc de rechercher des solutions s'appuyant sur l'expertise de chaque communauté, chaque communauté donc insulaire, là, en l'occurrence, aussi isolée soit-elle d'ailleurs. Alors, de ce point de vue, donnez-nous un exemple, quelle a été la carte maîtresse de la Martinique, justement, à présenter? Alors, sans trop, c'est pas la peine de citer les entreprises elles-mêmes, mais nous donner un exemple, nous expliquer pourquoi, justement, ça a été intéressant pour la Martinique de le présenter aux uns et aux autres de par le monde. Alors, ce qui a eu le plus d'impact, c'est vraiment Monsieur Marilus, donc les meubles qui sont faits pour résister à l'écrasement en cas de sismicité. Donc ça a intéressé évidemment tous ceux qui sont soumis au risque sismique, que ce soit en Asie du Sud-Est, dans la Caraïbe bien entendu. C'est un projet qui date déjà d'une bonne dizaine d'années. Donc effectivement, il y avait quelques ambassadeurs dans la Caraïbe qui en avaient vaguement entendu parler et qui justement attendaient de voir les résultats. Parce que c'est aussi, c'était surtout un sommet d'entrepreneurs et d'ONG. Donc, on n'était pas là pour écouter des chefs d'État, des ministres, etc. On était vraiment là pour à la fois essayer de chercher des débouchés pour les entreprises que nous représentons, ou en tout cas que nous représentons en tant qu'ambassadeurs, et vice-versa. Donc, en fait, chacun y allait non pas seulement de son idée, mais vraiment du service qu'il propose. Deux exemples extrêmement intéressants. Le premier, c'est celui d'une entreprise américaine qui proposait des systèmes de pales pour récupérer de l'énergie éolienne. Et en fait, ces pales-là avaient été développées spécialement pour les îles. Donc, elles avaient une forme particulière qu'on ne retrouve pas habituellement sur ce type de produit. Et ce qui m'a vraiment marqué en fin de sommet, c'est cet entrepreneur aussi qui a déclaré qu'il pouvait créer de l'engrais à base de carcasses de langoustes, de crevettes et de fruits de mer de manière générale. Donc, je peux vous dire que quand des habitants des îles et surtout de la Caraïbe ont entendu une proposition pareille, forcément ça a fait tilt.
Parce que on connaît notre amour pour la langouste ici en Martinique et pour les fruits de mer de manière générale, plutôt que de jeter ces déchets, souvent importés, importés, en tout cas, en tout cas, surtout s'ils étaient locaux, au lieu de jeter les carcasses dans les poubelles, de les laisser pourrir, en fait, s'il y avait une filière de récupération de ces produits, on pourrait en faire des engrais intéressants. Alors pour conclure, c'est fondamental. Oui. Alors justement pour conclure, Laurent Cypria, parce qu'il nous faut conclure, on est arrivé au terme de nos 10 minutes, voire même un peu plus. Donc à votre sens, mais bon, vous reviendrez, peut-être pas tout de suite, mais vous reviendrez. Mais à votre sens, donc notre île peut en tirer quelque chose de bénéfique en termes de projets, je veux dire innovants, importants. Voilà quoi, c'est ça. Oui, en fait, il faut bien comprendre. C'est une conclusion, une conclusion. Oui, bien sûr. En fait, les îles, dans leur zone économique, ont en général plus de mer que de terre. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un gros focus sur la mer. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut miser, je pense. Maintenant, en conclusion, ce sommet-là a apporté quand même la capacité, de trouver, en fait, des solutions à des problèmes concrets que nous rencontrons. Et nous établirons, Audrey et moi, un rapport de ce sommet qui sera transmis, bien entendu, à tous les journalistes et à tous ceux qui le souhaitent. Eh ben voilà, d'ores et déjà, le rendez-vous est pris. Donc, quand ce document sera publié. Merci, Laurent Cypria, d'avoir répondu à nos questions. Il y aura d'autres sommets comme ça auxquels vous participez. Alors, c'est récurrent. Ce sera récurrent, oui. Alors, on ne connaît pas encore la récurrence du Virtual Island Summit, mais par contre, dès le mois prochain, en octobre, je serai en Arabie Saoudite, là aussi virtuellement, pour le C20, donc qui est la partie civile et ouverte en fait à la société civile de la préparation du G20, qui aura lieu cette année dans le même pays. Donc, je continue mon travail de représenter la Martinique partout où c'est nécessaire. Voilà, on souhaite une bonne journée à toutes nos auditrices, et nos auditeurs, Jimmy. Bonne journée à toutes et à tous. Oui, à vous aussi, Laurent Cypria. Merci à Eddy Le Curieux Clairville et Paul-Éric Toussaint pour la réalisation de ce Sazot Kadi. À demain matin.